Je me suis dit, aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu te fais violer maintenant, soit tu te laisses faire pour éviter que ça ne se passe de manière violente. Je suis resté vierge parce que j'étais absolument terrifié par le sexe. J'avais une peur bleue de me faire violer. Je me demandais comment cela se passerait pour quelqu'un qui a subi une procédure comme la mienne. Est-ce que je devrais le laisser couper? Est-ce que je devrais aller à l'hôpital avant? Mais là encore, on est jugé pour ça aussi. Les jeunes filles qui vont à l'hôpital pour essayer de s'ouvrir ou pour une chirurgie reconstructrice sont critiquées. On leur dit, ce qui est fait, tu ne devrais pas vouloir le changer, attends juste ton mari. Si une femme a subi des mutilations génitales féminines et qu'elle se marie, ils utilisent soit des ciseaux, un couteau, ou autre chose pour l'ouvrir. Dans certains cas, cela se fait à l'hôpital, et dans d'autres, c'est l'homme qui se charge d'ouvrir le « cadeau » qu'on lui a donné. Parce que c'est perçu comme un cadeau, ce n'est pas juste une femme, c'est un présent. C'est un cadeau. Sa virginité, sa féminité, tout a été préservé pour cet homme en particulier. Quand j'avais 17 ans, j'ai pris une année sabbatique et j'ai décidé d'aller en Somalie. À cette époque, Al-Shabaab était présent. Non seulement j'ai été témoin des horreurs qu'Al-Shabaab infligeait aux gens, mais j'ai aussi rencontré des membres de ma famille. L'un d'eux était mon oncle, qui est venu me chercher dans la ville où je vivais pour m'emmener dans la sienne, appelée Markad ou Omaka. Dès mon arrivée, des hommes adultes s'intéressaient à moi, non pas pour qui j'étais, mais à cause de mon passeport britannique. Ils voulaient tous que je me marie, disant que j'étais désormais une femme adulte et que je devais y réfléchir sérieusement. Mais je leur ai répondu que je n'étais pas venu ici pour me marier. Ce n'était pas du tout mon intention. Je suis venu pour rencontrer ma famille, pour embrasser ma culture, pour découvrir ma terre et mon peuple. Le mariage n'était pas ce que je recherchais. À ce stade, j'avais des opinions bien arrêtées, mais comme Al-Shabaab était présent, je devais faire attention à ce que je disais. Je me souviens que j'étais sous la douche quand j'ai entendu un coup violent à la porte. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et ma cousine m'a dit, mon oncle t'appelle, le repas est prêt. C'était de loin le meilleur traitement que j'avais reçu depuis mon arrivée. Ils avaient préparé toutes sortes de plats. Il y avait aussi un homme étrange assis avec mon oncle. Normalement, je n'étais pas censé être dans la même pièce qu'un homme inconnu. Mais mon oncle m'a dit de m'asseoir, alors je me suis assise. Il m'a alors dit, c'est l'homme avec qui je veux que tu te maries. J'ai regardé cet homme et j'ai simplement dit, non, merci, comme si je refusais une pizza. Ils ont commencé à manger et à me donner des informations sur cet homme. C'était le fils de ma tante, la sœur de ma mère, et il avait 2 ans de moins que moi. À l'époque, j'avais 17 ans, et lui, 15 ans. Tout s'est passé très vite. On m'a habillé dans une horrible robe verte avec de petites paillettes dessus. Mon oncle nous a donné sa chambre, la chambre principale. Lorsque tu te maries, tu dois rester dans cette chambre avec ton mari pendant 7 jours. La seule raison pour laquelle tu peux quitter cette chambre, c'est pour prendre une douche ou pour faire tes ablutions avant la prière, c'est tout. Tout le reste doit se faire dans cette pièce. Tu n'as pas le droit de sortir, de te rendre en ville ou au marché, ou même de parler aux gens. C'est juste toi et cette personne. J'ai été mise dans la chambre en premier, et j'ai attendu, je pense, entre une demi-heure et 1 heure. À ce moment-là, j'avais 18 ans, je venais juste de les avoir quand je me suis marié. Je me souviens de son arrivée. Pendant tout le temps où j'étais dans cette chambre, je ne cessais de me demander comment j'allais m'échapper, comment j'allais partir. Je réfléchissais à toutes les choses qui pourraient arriver si j'essayais de m'échapper. Il y avait une grande armoire avec un miroir là où j'étais assise, et je me regardais dans ce miroir, repensant à toute ma vie. Puis, il est entré. Je rêvassais devant le miroir, si bien que je n'ai même pas remarqué quand il est arrivé. Il est passé devant moi et s'est arrêté juste en face de moi. Il faut savoir que je n'avais jamais vu d'organes génitaux masculins de toute ma vie, jusqu'à ce jour-là. En Somalie, les hommes portent un maoui, un tissu qu'ils enroulent autour de leur taille. Il portait aussi une chemise, et il l'a simplement laissé tomber. Je ne savais pas comment réagir. Vous est-il déjà arrivé de voir quelque chose d'aussi absurde que vous ne savez pas si vous devez rire ou pleurer? J'étais sous le choc, je ne m'y attendais pas du tout, donc je ne savais vraiment pas si je devais rire ou pleurer. C'était très inhabituel, et j'étais en état de choc. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté complètement immobile, je n'ai pas bougé d'1 centimètre. Encore une fois, dans mon esprit d'adolescente de 18 ans, je cherchais désespérément une issue. Alors je lui ai dit,
peux-tu m'aider à enlever ces épingles? Parce qu'il m'avait fait une coiffure qui nécessitait beaucoup d'épingles, et ça me faisait mal. Je lui ai donc demandé de m'aider. Et, complètement nu, il l'a fait. Pendant qu'il m'aidait, j'essayais encore de trouver un moyen de m'échapper. Je me suis dit, tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu te fais violer maintenant, soit tu laisses faire pour que ça ne se passe pas de manière violente. Laisse simplement faire, et demain tu pourras lui dire de ne plus te toucher. Alors, j'ai laissé faire. Mais, comme je l'ai dit, j'étais vierge. Et quand je dis que j'étais en train de déchirer, c'était vraiment à peine. Ce qu'il a fait, c'est que, aussi fort que j'ai essayé, autant que j'ai essayé, je ne pouvais pas supporter la douleur. La douleur était écrasante, paralysante pour tout mon corps. Alors, je lui ai dit d'arrêter. J'ai essayé de le repousser, de le faire descendre de moi, mais ça n'a pas fonctionné. Ainsi, ma première expérience de la sexualité a malheureusement été un viol. Je me souviens des 7 jours que j'ai passés dans cette pièce. Après le premier jour, je me sentais complètement engourdi, et encore plus terrifié qu'avant, parce que je réalisais que ces gens feraient absolument n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils voulaient. Même si je suis une personne forte, même si j'exprime ce que je ressens et que je me bats pour ce qui est juste, je ne pouvais rien faire là-bas. Je ne pouvais pas. J'étais, honnêtement, réduite au silence. Après le premier jour, une femme est venue me voir pour vérifier si nous avions eu des relations sexuelles ou non. Tout ce que j'ai pu dire, c'est oui. Elle m'a félicité, bien joué, tu as rendu ton mari vraiment heureux. Le deuxième jour, j'ai été violé. Le troisième jour de ma lune de miel, j'ai été violé. Le quatrième jour. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait à l'intérieur, mais il a causé tellement de dégâts que je ne pouvais plus uriner. Avant, ce n'était déjà pas facile, mais là, chaque fois que j'allais aux toilettes, seule une petite quantité sortait, et je pouvais sentir le reste remonter à l'intérieur. Et je restais allongé sur le sol parce que mon corps ne pouvait tout simplement plus supporter ça. Personne ne voulait m'emmener à l'hôpital, personne n'a payé pour un quelconque traitement. Je n'ai reçu aucun soin. J'ai vécu avec mon traumatisme interne, avec les dommages internes et externes. Le quatrième jour, en raison des blessures que j'avais subies, tant internes qu'externes, je lui ai dit, si tu me touches, on va avoir de sérieux problèmes. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je crois que c'était la première fois que je prenais la parole pour moi-même, et cela l'a un peu surpris, pas effrayé, mais il a été choqué. Pour les 3 jours restants, il ne m'a pas touché. Cependant, une fois les 7 jours écoulés, j'ai été expulsé de la maison de mon oncle. Il m'a littéralement mise dehors, car il avait accompli ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire me marier à quelqu'un, puis me jeter comme si je n'avais plus aucune valeur à ses yeux. Dès que nous avons quitté la maison, celui que je considère comme mon violeur, que d'autres considéreraient comme mon mari, retournait voir mon oncle chaque fois que je refusais d'avoir des relations sexuelles, de cuisiner ou de faire le ménage. Le conseil que mon oncle lui donnait était, prends tout ce que tu veux par la force, et si elle refuse, frappe-la. À part ces 3 jours où j'ai utilisé ma voix pour m'opposer et m'en sortir point le faire partir, je dois me soumettre. Ces 3 jours où j'ai réussi à le faire arrêter étaient les seuls moments où j'avais une pause. Après cela, c'était un cycle incessant, sans fin, de violences sexuelles tout au long de notre mariage. Cela a duré environ 8 à 9 mois. Pendant cette période, j'étais violé en continu, battu, poussé. La 4e fois où il m'a battu était, selon moi, la pire. Non seulement j'étais menstrué, mais je crois que j'avais aussi une infection très grave due aux agressions sexuelles répétées et aux dommages subis pendant la lune de miel. Tout cela s'était accumulé et ce jour-là, je n'étais vraiment pas moi-même. Quand je me suis réveillé, il était juste là. Je ne savais pas ce que c'était, je ressentais juste un poids sur moi. Comme nous n'avions pas eu de dispute préalable, je ne m'y attendais pas. Ça a semblé venir de nulle part. Il était sur moi et a commencé à me frapper, la tête, le visage, la poitrine, le ventre, en descendant progressivement. Il a choisi un jour où je ne pouvais pas bouger, un jour où je ne pouvais pas me défendre, un jour où j'étais tellement faible que je ne pouvais même pas bouger un doigt. Avant de faire cela, il avait caché tous les objets dans ma cuisine, couteaux, assiettes, tout ce que je pouvais utiliser contre lui ou pour lui faire du mal. Il les avait cachés. Mais comme j'avais une peur tellement intense des terroristes qui vivaient dans le pays à l'époque, je pensais que je ne pouvais pas le faire partir. Je devais me soumettre point même tuer cet homme, je ne peux pas lui faire de mal de quelque manière que ce soit, car si je le fais, je mourrai. Je ne peux pas m'échapper,
je ne peux pas me défendre, car si je le fais, je finirai en prison. Alors je me demande, que suis-je censé faire? Je me souviens que, quand il eut fini, il est sorti de la chambre très rapidement. Je me suis barricadé dans ma chambre, préférant mourir plutôt que de continuer à vivre dans ces conditions. Il y avait 2 couples vivant dans la même maison, dans des chambres séparées. J'ai appelé l'un d'eux, emprunté leur téléphone et appelé ma mère. La première chose que j'ai dite a été, « Est-ce ce que tu voulais pour moi ?» Et elle a répondu, « De quoi parles-tu » J'ai répété, « Est-ce ce que tu voulais pour moi, que je sois battu et forcé dans un mariage ?» Ma mère n'était pas au courant du mariage forcé, elle ne savait pas ce que je subissais. Ils avaient même essayé de la retourner contre moi. Elle m'a dit, « D'accord, si c'est ce qui se passe, il faut te sortir de là. » Elle m'a demandé si j'étais malade, car je lui avais dit que j'étais malade mais que je n'avais pas reçu de traitement médical. Elle a dit, « Fais comme si tout allait bien, va voir ton mari, fais-lui croire que tout est en ordre, même si tu dois avoir des relations sexuelles avec lui si nécessaire. » Ma mère, pendant que je traversais tout cela, a tenté de me protéger. Elle m'a dit de faire semblant que tout allait bien, d'être en bon terme avec lui, de lui faire croire que je lui avais pardonné pour tout ce qu'il avait fait. Elle voulait que je garde cette façade pour qu'il ne se doute pas que je prévoyais de partir. J'ai donc mis un grand hijab, couvrant tout mon corps, avec une niqab ou un burqa, des gants et des chaussettes. J'étais complètement enveloppé de la tête aux pieds. À chaque point de contrôle, ils inspectaient les conducteurs, mais ils ne demandaient jamais aux femmes d'enlever leurs vêtements. Je me suis donc senti un peu plus en sécurité à chaque étape. Lorsque j'ai finalement atteint la frontière contrôlée par le gouvernement, je savais que je n'étais pas encore hors de danger. Je ne disais un mot à personne dans le bus, consciente que ma manière de parler le somali était différente, et que cela pourrait trahir que je n'étais pas originaire de la région. Je gardais le silence et priais constamment. Je pense que cette attitude a contribué à ce qu'on me laisse tranquille. Quand je suis arrivé à Moudir, mes 2 tantes m'attendaient. Elles étaient là pour me soutenir, alors que mes oncles, qui avaient joué un rôle dans ma souffrance, étaient restés en arrière. Finalement, nous sommes revenus à Londres en 2012. Mon frère est venu me chercher et j'ai découvert que, pendant tout ce temps, ma mère avait fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider et me protéger, malgré les obstacles. Je suis tellement reconnaissante pour le soutien de mes tantes et de ma mère. Leur aide a été cruciale pour me sortir de cette situation et recommencer à reconstruire ma vie. Quand je suis revenu, j'ai appris que ma mère souffrait d'une tumeur au cerveau à un stade avancé. Je suis arrivé le 1er février, et elle est décédée le 7 février, seulement 7 jours après mon retour dans le pays. Parmi toutes les épreuves que j'ai traversées, c'est celle qui me touche le plus profondément. Ma mère était la personne qui m'a sauvé la vie, que j'aimais de tout mon cœur, avec qui j'ai grandi et que je chérissais. C'était la seule personne à qui je voulais parler de tout ce qui s'était passé, mais elle m'a été enlevée si brutalement. Aujourd'hui, je vais mieux, même si je n'ai pas encore complètement guéri car je n'ai pas encore suivi de thérapie, quelque chose que je cherche activement à faire maintenant. Cependant, j'ai une magnifique petite fille qui a complètement transformé ma vie. Elle a apporté de l'espoir et de l'amour dans mon existence. Avoir ma fille m'a fait comprendre que je dois guérir, travailler sur moi-même, pour éviter de transmettre un traumatisme générationnel à mon enfant. Alors, je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai parcouru du chemin. J'avais une vision de la vie tellement négative. J'avais des problèmes de confiance, des problèmes d'abandon. J'étais une personne qui cherchait à plaire à tout le monde, à être acceptée, à se sentir aimée, mais je n'ai jamais obtenu cela. Et quand ma fille est arrivée, ma vie s'est remplie d'amour et de rire. Après la mort de ma mère, je ne pouvais plus gérer ma communauté, ni ma famille. J'ai donc déménagé dans une ville où personne ne me connaissait. C'était juste moi et ma fille, je ne connaissais personne dans cette ville. J'ai recommencé une nouvelle vie à partir de zéro, exactement comme ma mère me l'avait conseillé. Honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite pour ma santé mentale, m'éloigner de cette énergie toxique et des personnes responsables de ce que je ressentais, de cette famille qui était censée me protéger et qui m'a complètement abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elle, me blâmant au lieu de m'aider. J'ai aussi commencé à apprendre sur ma religion, l'islam. Beaucoup de choses comme l'excision, le mariage forcé, le viol conjugal, les coups, m'ont été présentés comme acceptés dans l'islam, ce qui est totalement faux. Quiconque vous dit que le viol conjugal est acceptable dans l'islam ment. Ce n'est en aucun cas acceptable en islam, sous aucune forme. C'est une question de culture, ils pensent que c'est acceptable parce qu'ils sont tellement habitués à violenter les femmes qu'ils la considèrent comme une simple propriété.
Cela me rend vraiment triste pour eux. Les jeunes femmes qui n'ont pas de voix, celles qui se sentent piégées, celles qui ont peur de la honte, celles qui craignent d'être humiliées parce qu'elles ont été agressées sexuellement, parce qu'elles ont été victimes de violences domestiques, parce qu'elles ont été attaquées. Il n'est pas acceptable de les humilier, et il n'est absolument pas acceptable de réduire une femme au silence. Si vous avez une voix, utilisez-la. Il avait l'air jeune, vraiment jeune, mais c'est après le mariage que j'ai découvert qu'il avait le double de mon âge. J'avais 15 ans, et lui en avait 30. Je savais qu'il allait me violer, et c'est ce qui est arrivé, et c'est devenu comme une routine, jour après jour.